Eh bien, bonjour à tous. Donc, on se retrouve dans la deuxième partie de notre échange avec le docteur Lemonnery sur les ruptures du biceps. On parle beaucoup de l'aspect musculation. Donc, on a notre premier échange à retrouver sur notre chaîne YouTube, NeuroXtrain. Donc, tout simplement, vous pouvez aller le regarder parce qu'on met toutes les bases. Pierre nous apporte des explications très, très intéressantes sur l'anatomie et la biomécanique au final du biceps. Et là, on va attaquer avec une approche un petit peu plus chirurgicale, puisqu'on parlait des critères, pour terminer sur notre épisode 1, sur notre chaîne, on parlait des critères qui vont amener à une opération. Et là, on va aller dans le concret. Pierre, est-ce que tu peux nous décrire, quand il y a une opération, quel est le type d'intervention que tu vas réaliser? Et aller un petit peu dans le détail de ton art. Bon, une intervention, elle va être définie par deux éléments très importants. C'est un, la voie d'abord, et deux, la technique de fixation du tendon. Et bien sûr, pour ces deux éléments, la littérature n'est pas d'accord, sinon ce serait trop simple. Pour ce qui est de la voie d'abord, il y a soit la voie double, double voie, une voie antérieure petite avec une voie postérieure importante, et ensuite il y a la voie simple qui est une voie antérieure unique. Alors, le principal avantage de la voie d'abord double, c'est qu'on peut réinsérer de manière très anatomique le tendon, c'est-à-dire vraiment le positionner à la partie la plus postérieure et distale de la tuberosité radiale via donc soit des ancres, soit des tunnels transosseux. Ça, c'est l'intérêt de la double voie. On a aussi moins de neurapraxie du nerf cutané latéral de l'avant-bras. Ça, c'est ce que je vous avais dit, ça fait partie des petites complications mineures, mais bon, on réduit l'incidence et c'est quand même intéressant. Bon, par contre, l'inconvénient, c'est que je trouve que c'est des voies qui sont quand même assez délabrantes. Donc, comme c'est délabrant, il y a de l'ossification hétérotopique. Ça peut entraîner de la raideur, même si la corrélation ossification hétérotopique et raideur, c'est pas tout à fait prouvé, mais ça fait des ossifications hétérotopiques et ça fait des synostoses, c'est-à-dire des ponts osseux entre le radius et l'ulna. Donc ça, c'est la catastrophe, hein, parce que c'est un patient à qui vous dites, ben, grâce à mon intervention chirurgicale, vous allez pouvoir avoir une meilleure supination et une meilleure flexion, et il se retrouve avec une supination qui est complètement bloquée, donc résultat complètement contre-productif. Et puis ensuite, on peut abîmer le supinateur aussi. On peut abîmer le supinateur sur la voie postérieure, et donc ben, ça peut diminuer la force en supination. Ça, c'est pour la double voie. Moi, personnellement, j'utilise la voie antérieure unique. On peut faire ça par un micro-abord de 3 cm, simple, et ça permet de soit mettre des ancres, soit mettre des endoboutons, soit mettre des endoboutons avec une vis d'interférence. Ça, c'est la technique de Chartrex. Alors, le principal inconvénient, c'est que c'est une réinsertion qui est non anatomique, parce qu'on n'arrive pas à aller jusque vraiment au point d'insertion anatomique, mais bon, il n'y a pas véritablement de conséquences. On pourrait y revenir si vous voulez en discuter, mais sur le plan clinique, on obtient d'excellents résultats. Et ben, quand on met un endobouton, on positionne l'endobouton, on fait un tunnel transosseux, donc à travers la tubérosité, et l'endobouton va le positionner donc sur la corticale opposée. Or, ben, il y a le nerf interosseux postérieur, celui qui va vous faire relever comme ça la main, et on le positionne souvent, cet endobouton, à environ 11 mm à peu près du nerf interosseux postérieur. Donc on n'est vraiment pas loin. Et plus on essaye de faire une réinsertion anatomique, et plus on va s'en rapprocher. Donc ça, c'est le gros risque de la voie d'abord antérieure avec endobouton. Mais, et bien sûr, vous n'avez pas ce risque-là si vous mettez des ancres, hein, parce que vous ne passez pas la corticale. Mais, pour ce qui est de la fixation, c'est l'endobouton et l'endobouton avec encre d'interférence aussi qui obtiennent les meilleurs résultats en termes de résistance. C'est ceux qui résistent le mieux à la tension. Ils résistent mieux que les tunnels, ils résistent mieux que les ancres surtout. L'ajout d'une vis d'interférence en fait, en plus de l'endobouton, c'est-à-dire que vous avez fait un trou dans lequel va se mettre le tendon qui est tenu par l'endobouton de l'autre côté. C'est comme une ancre que vous avez positionnée de l'autre côté de la corde. Pourquoi rajouter une vis d'interférence? Le rajout de la vis d'interférence permet qu'il y ait moins de mobilité du tendon au niveau du site d'insertion. Bon, ça n'a pas montré de conséquences d'intérêt sur le plan clinique, uniquement de l'intérêt sur le plan biomécanique. Donc, pour moi, dans ma pratique,
et on pourra en rediscuter après, le mieux, le plus sûr, le plus fiable en termes de résultats, ça reste l'endo-bouton par une voie antérieure. C'est ce qui permet vraiment la plus grosse résistance. Et s'il y a une meilleure résistance, alors on pourra rééduquer de manière très agressive les patients. Ok, d'accord. Bah, hyper intéressant là sur cette partie, c'est très complet. En ce qui concerne la rééducation, quels sont les conseils que tu pourrais donner du coup au kinésithérapeute? Que ce soit d'abord sur la partie préopératoire, est-ce qu'il y a un intérêt, comme sur d'autres chirurgies qu'on peut voir avec ligaments croisés, butée antérieure d'épaule, etc. Est-ce qu'il va y avoir un intérêt d'avoir cette phase préopératoire, que ce soit sur du drainage, analgésique ou même sur du renforcement? Et ensuite, est-ce qu'il va y avoir en post-opératoire également des critères importants de délai avant de faire du renforcement, etc., qui vont être importants à prendre en compte? Là aussi, il n'y a pas de consensus. Moi, je vais vous dire ce que je fais, et je vais vous dire ce en quoi je crois dans la littérature, parce qu'il y a des chirurgiens qui ont une activité dont la rupture de biceps représente parfois 15 à 20% de leur activité. C'est le cas notamment d'un chirurgien chez qui j'ai été, qui a inséré toutes les semaines plusieurs biceps par semaine, et notamment à des boxeurs très connus. Pour moi, il n'y a pas déjà de période préopératoire, puisque quand on a vu le patient, on a diagnostiqué une rupture du biceps distal, il faut l'opérer le plus vite possible. C'est pas comme un ligament croisé. Là, vous avez fait le diagnostic, il faut trouver une place au bloc opératoire le plus tôt possible. Et dans ma pratique à moi, le plus tôt est le mieux. Donc, les meilleures prises en charge, et notamment pour nos sportifs, c'est de pouvoir opérer le patient le plus tôt possible. Si vous allez voir un chirurgien qui vous propose une date à 3 semaines, ben, je pense que ce n'est pas bon parce que ça aura un retentissement sur votre retour à l'activité sportive derrière. Donc, il faut les opérer le plus tôt possible. Pas de kiné avant, rien avant. Vous lui mettez une attelle, voir s'il n'a même pas besoin d'attelle, vous lui mettez rien du tout, et vous l'opérez le plus tôt possible. Ça, c'est le premier point. Pour ce qui est de la rééducation est assez simple, en vérité, selon moi. Pour moi, c'est une rééducation immédiate, en fonction de la douleur, bien sûr. Peut-être pas à J0, mais à J1, J2. Pas d'immobilisation. Une flexion-extension complète selon la douleur. Et une autorisation à la remise en charge qui peut aller jusqu'à 20 kg. Et ça, ce sont des consignes que je donne à J0. La remise en charge sans aucune limite, elle ne peut survenir qu'après le 3e mois post-opératoire. Ça, c'est ma vision parce que je mets un endo-bouton et que j'opère vite mes patients. On met des encres à un patient qui a attendu 4 semaines, c'est-à-dire une prise en charge dégradée, selon moi, peut-être qu'on est plus précautionneux. Et il y a des protocoles de rééducation, et c'est quand même un peu la tendance dans certains pays, avec une immobilisation qui se prolonge. On peut immobiliser les patients 3-4 jours, certains préconisent jusqu'à 15 jours d'immobilisation, avec une autorisation à la flexion-extension active, avec l'aide de la gravité, et une remise en charge progressive, allant jusqu'à 2 kg pendant les 3 premières semaines, puis ensuite une montée progressive de la remise en charge. Ça dépend des chirurgiens, ça dépend de leur technique de fixation, ça dépend de leur habitude chirurgicale. Avec l'endo-bouton, on peut aller très vite, très fort, et espérer une récupération des mobilités articulaires complète à partir de la 2e semaine. Et une remise en charge et un retour, en tout cas à des activités sportives modérées, bien sûr. Je ne parle pas de sportifs de très haut niveau, je ne parle pas de boxeurs professionnels, je ne parle pas de powerlifters, mais à des activités sportives modérées à partir du 3e mois. Ok, c'est génial. Donc en gros, se rapprocher du chirurgien pour voir la technique opératoire, si on n'a pas de compte-rendu opératoire, etc. Mais, mais avec de l'endo-bouton, on est plutôt libre de venir retravailler le coude, l'épaule, etc. assez rapidement. Donc en fait, finalement, si c'est un sportif, il n'a pas de grosse perte de force qu'il va devoir retrouver au bout de 3-4 mois ensuite avec de la rééducation longue. Voilà, après, ça sera un combat tout de même pour récupérer le même niveau qu'avant. Tout le monde ne va pas récupérer le même niveau, mais le retour au sport est quelque chose de tout à fait envisageable, bien sûr, après une rupture de biceps. Il y a pas de problème là-dessus. Mais c'est important, en effet, de pouvoir discuter avec votre chirurgien du mode de fixation qu'il utilise, parce que ce n'est que mon expérience personnelle, la littérature est contradictoire sur le sujet, mais les encres, chez les sportifs, permettent une moins bonne fixation et ils sont associés à un taux de rupture qui est plus important qu'avec l'endo-bouton. Puisque tu as connaissance des fois d'un certain
pourcentage ou du risque de récidive sur les encres? Ou pareil, c'est... Ça varie énormément et dans des pourcentages très faibles. D'accord. Très très faible. La re-rupture n'est pas la complication principale, hein. Les complications principales majeures, bon, bien sûr, dont figure la re-rupture, c'est quand même surtout la paralysie du nerf interosseux postérieur et la raideur. C'est ça qu'il faut craindre le plus, en fait. Et c'est là l'enjeu, en fait. C'est un peu comme les luxations de coude, etc. Les luxations de coude, on les opère. Les patients, qu'est-ce qu'ils ont peur? Ils ont peur de se reluxer. La rupture du biceps, on les opère. Qu'est-ce qu'ils ont peur? C'est de se re-rompre le biceps. Or, l'enjeu, il va être surtout de lutter contre la raideur, qui va être une complication bien plus fréquente, et de faire attention, bien sûr, de ne pas le paralyser en péropératoire. C'est ça la complication. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des montages très rigides pour pouvoir les rééduquer tout de suite, parce que finalement, le taux de rupture, il est faible. Il est faible. C'est pas ça l'enjeu, en fait. L'enjeu, c'est vraiment de récupérer des mobilités complètes et une force dans ce biceps le plus tôt possible. Ok, donc faire un focus sur l'extension du coude, surtout en post-opératoire. Ouais, extension et flexion, les deux finalement. Parce qu'on va avoir des difficultés de flexion également, et de supination. Supination. Ok. C'est un travail vraiment, c'est beaucoup d'auto-rééducation, hein. Ouais. Ça va beaucoup compter. C'est pour ça qu'il faut vraiment que le patient ait des objectifs fonctionnels et une nécessité de se faire opérer et qu'il adhère au traitement, parce que ça va beaucoup reposer sur lui tout de même. Donc il faut des patients motivés et conscients des enjeux. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. Dans beaucoup d'opérations, la partie mobilité, elle va être cruciale sur l'implication qu'aura le patient à prendre des bonnes postures et à faire ses exercices de mobilité chez lui, plutôt que des exercices de force où là, ça va être plus compliqué parce qu'il va quand même falloir un petit peu de matériel et ça, ils l'ont pas tous. Par contre, les exos de mobilité, ça va être de la posture à prendre tout au long de la journée, surtout sur les genoux, etc., mais sur les coudes, pareil. Tout à fait, et ça j'insiste souvent dessus sur les coudes, la mobilité active, hein. Mobilité active, beaucoup plus que de la mobilisation passive. La mobilisation passive, ça n'aide pas beaucoup, je trouve, à la récupération de la mobilité. Ça crée entre guillemets, de la kinésophobie, c'est-à-dire qu'on a peur, on a mal, on n'a pas envie d'y revenir. La mobilisation active, ça permet de reprendre possession de son bras, ça permet de faire un petit peu de renforcement musculaire malgré tout. C'est bien plus positif pour la prise en charge des patients que la mobilisation passive. C'est vraiment un travail. On peut s'aider de la gravité, mais pas privilégier vraiment la mobilisation active à la mobilisation passive. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Avec la mobilisation passive, on peut avoir justement des laxités. On peut avoir plus de laxité, on va avoir plus de douleur et on va avoir justement des mobilités qui vont pas être fonctionnelles, qui vont pas être utilisables par le patient. Ouais, c'est Bien ça. sûr, Effectivement, ils vont avoir, je pense, des déficits d'activation après, où ils vont avoir bien sûr. peur Ouais. d'activer le muscle, même dans une amplitude assez extrême. Et après, je pense que ça ralentit beaucoup la rééducation, quoi. Alors que sur le principe, à partir du moment où toi, tu as opéré, tu as mis les endoboutons, normalement, c'est censé aller assez rapidement, au moins jusqu'à 20 kilos, tu te disais. Donc, ça veut dire que Ouais. bah, voilà, il y en a quand même une bonne partie des gens, s'ils font pas de muscu, qui peuvent quand même retrouver des charges assez Et costauds. moi, je mets pas 20 kilos, hein. Oui, non, mais Je mets pas 20 kilos. ouais, Euh, voilà, Personne c'est met ça. 20 kilos, Ouais. en vrai. À Mm. part si t'es une brute, tu mets pas 20 kilos sur ton biceps, encore plus quand tu viens de l'opérer. Donc, Ouais. en vrai, ça quand même, en gros, on peut y aller. Ouais, On c'est peut y aller. ça. Oui, oui, oui. Mais personne, quand tu t'es fait repérer du biceps, tu mets 5 kilos et tu souffres. Ouais, Euh, donc, 20 kilos, c'est pour dire qu'en fait, mais ces 20 kilos, c'est pas forcément sur le travail du biceps. Il faut pas mettre 20 kilos tout court. Même sur une barre, faut pas mettre 20 kilos. Ouais, ouais. Faut pas mettre plus de 20 kilos. Il faut jamais que tu te retrouves à tirer 20 kilos. Voilà. Que ce soit pour un exercice du biceps ou pour tout autre exercice qui implique le membre supérieur. Même si tu fais les épaules, tu mets pas plus de 20 kilos. C'est les consignes que mettait notamment Roger Van Reyet, qui est vraiment un hyper spécialiste du biceps distal. Et moi, je trouve que c'est un bon repère parce que quand on dit au patient, faut pas faire plus de 20 kilos, le patient se dit, bon, ok, donc dans mon quotidien, j'ai plus de problème. Et dans la mobilité passive aussi, il y a un peu de subjectivité, mais c'est important d'en parler. Si vous allez chez le kiné et que vous savez qu'il va vous tendre le bras en mobilisation passive, ça fait ressurgir la peur de la re-rupture. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous tire sur le bras comme ça, la seule chose qu'on se dit, c'est ça va péter. C'est pour ça qu'il faut absolument rassurer le patient et le faire bouger par lui-même, avec de la gravité, de manière douce, et il va récupérer. Mais franchement, c'est bien que tu dis ça parce que c'est ce qu'on prône sur nos réseaux sociaux, même dans nos formations récentes, avec la formation qu'on a fait sur le ligament croisé antérieur, etc. On montre énormément de mobilité et c'est quasiment que des mobilisations actives. Parce Mais que oui. franchement, moi au cabinet, j'utilise que ça et les patients ils retrouvent les mobilités à 100%.
à part Bien cas sûr. exceptionnel, et sans douleur, et en plus, ils y prennent du plaisir, quoi. Oui, oui, non, mais je suis totalement. En plus, il y a il y a, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais il y a une complication classique, notamment dans les ruptures un petit peu tardives, c'est l'hématome. Parce qu'on redécolle le chef comme ça. Il y a les artères récurrentes radiales, il y a les perforantes de l'artère brachiale qui saignent. Ça saigne. Et si vous allez lui stretcher comme ça, si vous allez lui faire des mobilisations passives en post-opératoire, les quelques artères qui restaient vont être arrachées, quoi. Et ça va créer de l'hématome, ça va créer de l'ossification peut-être, ça va créer en tout cas du retard, de la douleur. Bon, il faut vraiment l'éviter. Il faut vraiment favoriser la mobilisation active, le renforcement bien sûr, enfin le renforcement, la remise en charge progressive, mais précoce et intensive. Mm. Et puis après, en fait, dans tout ça, dans ta progressivité, tu es guidé par la douleur et les symptômes du. C'est la douleur qui guide. C'est la douleur qui guide. Ça, c'est vrai que tu te fais très bien de le dire. Je l'ai pas dit. Quand je dis qu'on peut aller jusqu'à 80 kilos, bon, bien sûr, ça dépend du gabarit de la personne, de ce qui fait. C'est le bon sens. C'est guidé par la douleur. Il ne faut pas soulever plus que le poids qui déclenche un tout petit peu de douleur, d'inconfort, etc. Il faut y aller progressivement sans douleur. Ok, non, mais ça, c'est hyper intéressant. Ça va parler, je pense, à tous les kinés qui nous regardent actuellement. Pour aller un peu plus loin, bon, vous voulez évoquer un peu l'aspect préventif. Est-ce qu'il était possible de prévenir ce type de lésion? Bon, j'imagine que ça rejoint les facteurs de risque que tu as dit précédemment au début et après la sursollicitation et le volume d'entraînement. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à ajouter en plus sur l'aspect préventif de ces lésions ou malheureusement c'est une C'est une question? question, c'est une question à la fois simple et complexe en vérité, parce que ça renvoie à la question que vous m'avez posée sur les facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque un peu qui doivent être pris en charge dans la globalité, c'est-à-dire l'hygiène de vie, une bonne diète, une bonne hydratation, un sommeil, savoir également s'écouter quand on a une douleur dans le biceps qui est quotidienne. Il faut savoir aller consulter son chirurgien qui puisse vous faire une IRM et qui voit s'il y a une bursite, s'il y a un conflit, s'il y a une rupture partielle, s'il y a une tendinopathie, et auquel cas proposer un traitement pour éviter soit une aggravation des douleurs, soit la rupture totale sur un exercice. Et puis après, il faut prévenir l'épisode aigu. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr s'échauffer pour bien vasculariser le tendon et le muscle et ne pas brutaliser son tendon et son muscle. Il faut mettre des charges progressives. Donc typiquement, pareil, de 20 kg. Ben, le patient c'est la caricature, mais le patient qui ne connaît rien à la musculation, qui arrive, qui veut pas prendre un petit poids, il prend un gros poids, comme premier exercice, bam, il fait les biceps, ils sauront le biceps. Et puis le dernier, c'est un peu la même chose, c'est la maîtrise de la technique opératoire. Un bon positionnement et un bon contrôle du mouvement. Ça, c'est indispensable également si on veut prévenir ces lésions du biceps distal. Donc, c'est une prise en charge à la fois du quotidien et au moment de réaliser le geste. Ok, d'accord. Et j'aimerais avoir ton avis. C'est des questions que j'ai de plus en plus souvent au cabinet sur les lésions musculo-squelettiques. Ton avis sur le collagène, la supplémentation en collagène. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été... Ouais. Je t'avoue, mon entourage me le pose aussi la question, Oui, c'est pour mais ça. j'y connais Ouais. absolument rien. En fait, c'est toujours pareil, ça renvoie à une vraie notion, à savoir qu'une désorganisation du collagène peut entraîner une moins bonne résistance à la tension du tendon. Donc, il faut en effet que nos fibres de collagène ne soient pas dégénératifs pour prévenir les ruptures tendineuses. Ça, c'est sûr. Après, une supplémentation collagène, est-ce que ça prévient le risque de rupture? Je n'ai pas Même, tu vois, le collagène après l'opération, c'est souvent ça Après l'opération, moi, j'en prescris pas. Ouais, t'en prescris. Ouais, Moi, voilà. Ah non, même pour juste après l'opération, ouais. non, j'en prescris pas. Mais de toute façon, il faut alors peut-être que ça a un effet, mais si ça a un effet, ça a un effet parmi d'autres facteurs. Oui, oui, Si c'est vous clair. dormez 4 heures par nuit et que vous faites de la muscu tous les jours et n'importe comment, vous allez vous rompre le biceps, collagène ou pas collagène. Le collagène peut peut-être contribuer, je suis absolument incapable de vous le dire, mais si vous réglez tous les autres facteurs de risque, théoriquement, vous ne devriez pas avoir de rupture du biceps. Ouais, ouais. Ouais, donc ouais, améliorer l'hygiène, le mode de vie
Et ensuite, ça, c'est en plus, mais on trouvera avec Nathan quelqu'un spécialisé, parce que moi aussi, j'ai besoin de la réponse, on me la pose tout le temps. Oui, c'est comme, ouais, c'est comme tous les compléments alimentaires en dehors de la créatine et des protéines. Tout le reste, il y a toujours un produit qui sort, plus ou moins à la mode. Là, le collagène, c'est très à la mode. Et il y a des pour, il y a des contre. Moi, je suis pas nutritionniste ni médecin du sport. Moi, je les opère, c'est tout. Et je peux pas vous dire. Mais en tout cas, je n'en propose pas en post-opératoire, ça c'est sûr. Ok, bon ben génial Pierre, merci beaucoup en tout cas pour toutes tes réponses. Toi, quels vont être tes projets là pour la suite, des recherches, des congrès, ta chaîne YouTube, continuer à partager tout ton savoir? Alors, moi, j'avais déjà publié sur le biceps, on avait travaillé sur le footprint, c'est-à-dire sur l'insertion du biceps. J'aimerais poursuivre ça là sur on a des projets de papier, notamment sur l'intérêt de l'insertion ultra précoce du tendon du biceps et son impact sur le retour au sport, parce que le retour au sport, en fait, c'est 95% des gens qui se sont rompus le biceps, ils reviennent tous au sport, mais il y en a que 82% qui reviennent au même niveau. Et chez les powerlifters, il y a 66% qui reviennent au même niveau, voire au niveau supérieur. Donc il y a quasiment les deux tiers qui vont arriver à peu près à retrouver leur niveau et un tiers qui ne va pas le retrouver. Donc, et on sait que le délai court entre la chirurgie et le traumatisme a un impact sur les chances de revenir au même niveau dans son sport. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. La capacité, en fait, parce que c'est tout l'enjeu de la prise en charge qualitative de nos patients. Un patient qui vient me voir, ma capacité à lui proposer une prise en charge sur mesure, adaptée à son activité sportive, le plus tôt possible, pour qu'il puisse reprendre au même niveau le plus tôt possible son activité sportive. C'est ça l'enjeu. C'est pas de savoir s'il va rompre ou pas rompre. On a des techniques opératoires maintenant qui font qu'il va pas rompre. Mais est-ce qu'il va pouvoir reprendre au même niveau? C'est-à-dire que sa vie ne va pas vraiment changer. C'est ça. Et ça sera une étude que je vais mener avec donc des analyses en régression pour voir l'impact de ce délai. Ça, c'est l'étude principale. Et ensuite, de manière plus éducative. Je ferai également un cours, comme j'en ai fait sur plein de sujets sur le coude, sur ma chaîne YouTube, où je résumerai en 10 minutes comment on diagnostique et on prend en charge les ruptures du biceps distal. Génial, parfait. Il nous tarde de voir tout ça sortir, tu nous tiendras au courant. Ouais, je vous tiendrai au courant. Top. Ok. Bon, bah super. En tout cas, on espère que cet échange vous a plu. N'hésitez pas à mettre les questions en commentaire. On répondra à tout le monde. Et puis, bah, Pierre, encore une fois, merci. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir se remettre ça très vite.